Des ouvrages d'art les plus extraordinaires de la planète. C'est actuellement le projet de construction le plus ambitieux au monde. Ça n'avait encore jamais été réalisé. La technique employée est incroyable. On couvre la distance entre deux montagnes. Des projets comme celui-ci font reculer les limites du possible. Aux machines modernes les plus puissantes, C'est un appareil incroyablement sophistiqué qui est déjà formidable en lui-même. Il est capable de soulever plus de 100 000 tonnes. C'est incroyable. rien n'aurait été possible sans les inventeurs de génie qui nous ont précédés. Oh, bon sang! Quel engin surpuissant! Ce site est fermé au public, mais j'ai une autorisation. Personne n'est venu ici depuis très longtemps. Waouh, je vais m'asseoir au même endroit qu'Howard Hughes. Aujourd'hui, dans Construire l'impossible, C'est un appareil incroyablement sophistiqué avec un nombre de pièces qui dépasse presque l'entendement. l'avion E-3 AWACS, un véritable radar volant. C'est un appareil révolutionnaire, à la pointe de la technologie. Ses concepteurs ont dû résoudre de très nombreuses difficultés. Et les innovations techniques du passé C'est grâce aux ingénieurs de cette époque qu'on a les machines actuelles. On y est. C'est énorme. qui ont rendu possible l'impossible. C'est à Geilenkirchen, en pleine campagne allemande, que l'on trouve l'une des principales bases aériennes de l'OTAN. Un équipage international s'y tient prêt à décoller à chaque instant. Ces techniciens spécialisés ont pour mission de repérer les intrusions d'appareils hostiles dans l'espace aérien des membres de l'OTAN. L'armée cherche en permanence à repérer les menaces potentielles à travers le monde. Sur terre, sur mer et dans les airs. L'ennemi peut venir de n'importe quelle direction et des appareils à la pointe de la technologie sont indispensables pour assurer la protection du territoire. Les avions ennemis, en particulier, sont des maîtres du camouflage. Ils peuvent se rendre invisibles en passant dans des vallées ou derrière des montagnes. Et ils volent très vite, à basse altitude, pour éviter d'être repérés. Donc l'objectif pour l'armée, c'est de détecter les menaces le plus tôt possible afin de pouvoir réagir et se défendre si nécessaire. Depuis plus d'un siècle, ingénieurs et militaires travaillent ensemble à la surveillance aérienne. Durant la Première Guerre mondiale, les Britanniques construisent des réflecteurs en béton qui concentrent les ondes sonores afin de détecter plus tôt les appareils ennemis. Mais le système ne permet de gagner que quelques minutes. Oh zut! Vient ensuite l'invention du radar. Vers la fin des années 30, il peut repérer un avion à près de 30 km. Enfin, s'il n'y a pas d'obstacle. Les militaires construisent donc de plus en plus de tours d'une hauteur croissante. Mais quelle que soit la surface couverte, il y a toujours des failles. Les ingénieurs d'aujourd'hui ont trouvé une solution fantastique, le radar volant. Le Boeing E-3 Sentry, Sentinelle, est un avion à part. C'est un appareil dit AWACS, soit système aéroporté de détection et de contrôle. Avec son dôme radar, il peut détecter toutes les menaces, quelle que soit leur vitesse ou leur technique de camouflage. C'est un engin incroyablement sophistiqué qui emporte sur son dos 4,7 tonnes d'équipements électroniques. Et à l'intérieur du fuselage, il y a encore 7,6 tonnes de matériel. Au total, l'appareil peut donc emporter plus de 12 tonnes d'équipements de surveillance. Toute cette technologie a quelque chose de magique. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Le E-3 AWACS est un avion pas comme les autres. Il peut repérer les menaces aériennes et aussi maritimes. Son équipage se compose de techniciens, d'experts en surveillance radar et d'ingénieurs système d'armes.
Sous les pieds de l'équipage dans la soute, on trouve des amplificateurs de signaux ultra sophistiqués. Ceux-ci jouent un rôle crucial dans le fonctionnement de ce qui est la raison d'être de l'appareil, l'énorme dôme radar de 9 mètres de diamètre. Ce système d'une puissance d'1 million de watts peut couvrir une zone de 300 000 km², soit plus de la moitié de la France métropolitaine. Moteur 2, OK. Bien reçu. La suprématie technologique de l'appareil lui permet également d'assumer le rôle de centre de commandement volant lors de missions opérationnelles à grande échelle. Cet appareil fantastique est capable de coordonner les actions de 150 avions simultanément. C'est extraordinaire. C'est une première dans l'histoire militaire. Ces capacités permettent de garantir la sécurité de l'espace aérien avec beaucoup de précision et de vitesse. Quand l'AWACS est en vol, rien ne peut lui échapper. Aujourd'hui, cet AWACS a décollé en urgence afin de surveiller des activités suspectes en Méditerranée. Sa mission va durer 12 heures. Trafic Bravo 330. L'AWACS, c'est un appareil incroyablement sophistiqué, qui est déjà formidable en lui-même, avec un nombre de pièces qui dépasse presque l'entendement. Les équipements ultra sophistiqués emportés par l'appareil lui permettent de remplir des missions très complexes. Son développement a nécessité des prouesses de technologie. Comment faire pour monter cet énorme radar sur le dos d'un avion? Comment se protéger d'une menace invisible? Et comment faire pour rester en vol le plus longtemps possible? Cet avion emporte énormément de matériel qui, auparavant, était réparti sur une très grande surface au sol. Aujourd'hui, tout est embarqué à bord d'un seul appareil. C'est vraiment fantastique. Pour construire l'impossible, les ingénieurs se sont inspirés des pionniers du passé. C'est un site interdit d'accès. Personne ne peut venir ici. On va jeter un œil. Une des principales difficultés, c'était de maîtriser le tuyau de carburant. Le ravitaillement est une opération risquée. On peine à imaginer ce que l'équipage ressentait pendant le trajet de retour vers la Terre. Parfois, ça devient la routine, et on n'apprécie pas l'appareil à sa juste valeur. Mais c'est un avion fantastique à piloter, et pour un pilote, c'est un accomplissement. L'appareil a été entièrement conçu pour devenir les yeux dans les cieux du commandement. Il emporte un système radar d'une puissance d'1 million de watts, configuré pour la surveillance à longue portée. Afin d'obtenir une couverture maximale, le radar est logé dans un rotodôme de 9 mètres de diamètre, monté sur le fuselage près de la queue. À la base, des techniciens travaillent 24 heures sur 24 à la maintenance de la flotte d'AWACS. C'est un appareil crucial pour l'Alliance. Il peut jouer un rôle de commandement aérien, donc l'état-major demande régulièrement le soutien des AWACS. C'est un appareil fantastique. Néanmoins, lorsque l'on vole à plus de 800 km/h et à 10 000 mètres d'altitude, garantir le bon fonctionnement du système radar s'avère extrêmement compliqué. Pour embarquer cet énorme système radar, le premier problème, c'est l'encombrement. Tout ce matériel très puissant qui serait normalement logé dans une tour, il faut le caser à bord d'un avion. Au sol, on a de la place pour mettre tous les générateurs et les systèmes de refroidissement. Mais là, ce n'est pas le cas. Outre le problème de l'encombrement, le rotodôme doit aussi résister au vent et aux variations de température, sans oublier les chocs au décollage et à l'atterrissage. Il faut aussi que les ondes radio puissent traverser le dôme, de façon à ce que l'on n'ait pas de structure interne qui brouille le signal. Face à de tels défis techniques, les ingénieurs ont dû s'inspirer des pionniers du passé.
Les premiers radars à longue portée étaient fermement ancrés dans le sol. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques ont ainsi installé un réseau d'alerte constitué d'énormes pylônes de 110 mètres de haut. Afin d'obtenir des structures à la fois solides et légères, les concepteurs du E-3 AWACS se sont inspirés du programme Apollo. Au musée des sciences de Londres, Kate Mulcahy nous fait découvrir l'une des plus grandes prouesses technologiques dans l'histoire de l'humanité. Et le voilà. C'est le module de commande d'Apollo 10. En 1969, ce vaisseau spatial a effectué 31 orbites autour de la Lune. Et ce que vous voyez là n'est pas une copie, c'est le véritable module de commande d'Apollo 10. Cette mission qui a emmené 3 astronautes vers la Lune a servi de répétition générale pour l'alunissage d'Apollo 11. Un défi technologique sans précédent. Pendant le retour vers la Terre, le module de commande a établi un nouveau record de vitesse pour un véhicule habité. 39 897 km/h. Les ingénieurs de la NASA ont dû concevoir un vaisseau capable de résister à un voyage dans l'espace de près d'1 million de kilomètres. Il fallait un module suffisamment léger pour que l'on puisse le lancer dans l'espace. Mais il fallait aussi que sa structure soit très solide pour résister au retour dans l'atmosphère terrestre et à des forces de décélération pouvant aller jusqu'à 6,7 G. Pour finir, il fallait supporter le choc de l'atterrissage. On peut voir ici une partie de la solution. C'est une structure en nid d'abeille, prise en sandwich entre 2 fines couches extérieures. En 1638, l'astronome italien Galilée remarque que les structures en nid d'abeille renforcent les os des oiseaux sans les alourdir. Ce principe observé dans la nature a inspiré les ingénieurs. À l'évidence, ces feuilles de papier ne sont pas très solides. Mais si je prends ces mêmes feuilles de papier, que je m'en sers pour fabriquer des petits tubes comme ceci, et qu'ensuite j'attache ces petits tubes ensemble, j'obtiens une structure en nid d'abeille. Si j'ajoute une couche au-dessus et une en dessous, j'obtiens un panneau sandwich. Avec la même quantité de papier, la structure devient infiniment plus résistante. Les plaques extérieures sont là pour résister à la compression et à la tension, tandis que les nids d'abeilles vont supporter les contraintes de cisaillement. Cette structure est incroyablement solide. Non seulement elle résiste au poids d'une brique, mais en fait, elle peut faire mieux. Beaucoup mieux que ça. La structure en nid d'abeille permet à la NASA de répondre aux critères de résistance, de rigidité et de poids. La structure résiste facilement au poids de 7 briques et probablement plus. Néanmoins, les ingénieurs de la NASA doivent encore résoudre la principale difficulté. Lors du retour dans l'atmosphère terrestre, les forces de frottement vont chauffer le module à plus de 2700 degrés, une température suffisamment élevée pour faire fondre la plupart des métaux. La structure en nid d'abeille se compose de 370 000 alvéoles, lesquels ont été remplis à la main par de la résine d'époxy. D'après les calculs des ingénieurs, la résine devait évacuer la chaleur en fondant tout en protégeant la structure interne. C'était une technologie nouvelle, donc on peine à imaginer ce que l'équipage ressentait pendant le trajet de retour vers la Terre. 3, 2, 1, Lorsque le vaisseau approche de notre atmosphère, c'est l'instant de vérité. Hello, Houston, Apollo 10. We are returning to the Earth. Over. Glad to have you on the way back home, 10.
Sur le bouclier thermique du module, la résine a fondu, laissant les couches de nid d'abeilles et la structure interne parfaitement intactes. C'est fantastique, parce que les panneaux sandwich en nid d'abeilles ont sauvé non seulement la mission, mais aussi la vie de l'équipage. Grâce à la structure en nid d'abeilles, 11 vaisseaux du programme lunaire américain ont pu faire le périlleux voyage entre la Terre et la Lune, puis revenir dans l'atmosphère terrestre sans incident. Les ingénieurs de la NASA ont réussi l'impossible. Les panneaux en nid d'abeilles comptent ainsi parmi les innovations qui ont rendu possible la construction de l'avion E-3 AWACS. Toute la structure du dôme est en effet construite en nid d'abeilles. Cela a permis de l'alléger suffisamment pour que l'on puisse le monter sur le dos de l'appareil. Le lieutenant-colonel Jens Mayer est responsable de la maintenance du dôme. J'ai des panneaux en nid d'abeilles ici. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est très souple et très léger. La structure en nid d'abeille rend le matériau très résistant. Un soldat de 85 kg peut monter dessus et ça ne bouge pas d'un pouce. Si on met une couche de fibre de verre par-dessus, ça devient plus rigide. Donc, on obtient une structure très solide, souple et légère, qui peut résister à des contraintes très élevées. Grâce à la solidité des couches qui forment le dôme, aucune entretoise interne n'est nécessaire. De plus, la forme des alvéoles permet aux signaux radio de traverser la structure sans distorsion. Sans structure en nid d'abeille, il aurait été impossible de construire le rotodôme. OK. On va jeter un œil sur l'antenne. Encore, plus haut. Avance. Roger Schneider, ingénieur, est chargé de l'entretien des systèmes radars. Merci. L'intérieur du dôme est le centre névralgique de l'appareil. Seuls les experts peuvent y avoir accès. Devant moi, on voit le moteur hydraulique qui fait tourner l'antenne. Il lui permet de tourner à une vitesse de 6 rotations par minute. Là-haut, on trouve 3 protecteurs de récepteurs et en dessous des amplificateurs faible bruit. Autre défi pour les ingénieurs, l'alimentation en électricité des systèmes radars. L'une des difficultés quand on a une telle puissance, c'est bien sûr la chaleur générée par le transmetteur. Donc, on a un système de refroidissement à la glace carbonique. Cela nous permet d'avoir une température très stable, ce qui est important pour le bon fonctionnement de l'antenne. Une température trop élevée à l'intérieur du dôme risquerait également de déformer sa structure et d'empêcher le passage des ondes radio. Les nids d'abeilles sont donc imprégnés d'un mélange de résine contribuant à la stabilité de la structure lors des variations de température. Cela nous permet de détecter des cibles avec moins de bruit parasite et donc d'augmenter la portée du radar. 5-8 sur moniteur B. Le système de refroidissement sophistiqué est crucial pour que l'appareil puisse remplir sa mission. 3 3000 d'est en ouest. Une véritable prouesse de technologie pour défier l'impossible. Grâce au dôme radar, avec sa structure en nid d'abeille et son système de refroidissement sophistiqué, le E-3 AWACS peut surveiller une zone de 300 000 km². L'avion radar américain est une merveille de technologie. Néanmoins, pour effectuer sa mission de surveillance, il doit rester en altitude. Un ravitaillement en vol est donc indispensable. Le ravitaillement en vol, c'est dangereux par nature. On est toujours nerveux. Pour trouver une solution, les ingénieurs se sont inspirés des pionniers du passé. Une des principales difficultés, c'était de maîtriser le tuyau de carburant.
Le ravitaillement est une opération risquée. Après avoir décollé de sa base en Allemagne, l'avion E-3 AWACS de l'OTAN part en mission en Méditerranée. L'objectif est de surveiller un pic de trafic aérien et maritime le long des côtes nord-africaines. Le E-3 Sentry est un appareil hautement spécialisé avec un fuselage renforcé. Celui-ci abrite 500 km de câbles et de tuyaux de refroidissement garantissant le bon fonctionnement des systèmes électroniques. Sur le dos de l'appareil, un rotodôme de 9 mètres de diamètre effectue une rotation toutes les 10 secondes afin de surveiller l'espace aérien et maritime en dessous. L'une des difficultés pour surveiller une zone étendue, c'est de rester en vol assez longtemps pour recueillir les informations nécessaires. Pour garder un avantage tactique, il faut collecter le maximum de données. Et plus l'appareil peut rester longtemps en vol, plus il fournit des informations de bonne qualité. Le E-3 AWACS a une autonomie de 8 heures, mais certaines missions nécessitent de voler plus longtemps. De plus, la consommation de carburant dépend de la charge emportée. On a une capacité d'emport comprise entre 2 et 4 tonnes. Mais ça peut aller jusqu'à 45 tonnes, si nécessaire pour certaines missions. Donc il a fallu résoudre le problème du ravitaillement en vol pour augmenter la durée de la mission et améliorer les capacités de l'appareil. Comment faire pour qu'un appareil militaire de 93 tonnes reste en vol au-delà de sa capacité d'autonomie? Là encore, les ingénieurs se sont inspirés du passé. Dès l'invention de l'aéroplane, les aviateurs cherchent à rester en vol le plus longtemps possible. En 1920, un pilote tente d'attraper un bidon de carburant posé sur un radeau. En 1921, un casse-cou essaie de porter un jerrycan d'un avion à un autre en marchant sur l'aile. Imbécile! Et en 1923, un pilote suspend un bidon de carburant au bout d'une corde. Autant de techniques hasardeuses, c'est le moins qu'on puisse dire. Au Texas, dans le milieu des années 30, les frères Fred et Al Key cherchent désespérément une solution afin de battre le record du monde du vol le plus lent. Pour atteindre leur objectif, ils disposent d'un monoplan Curtiss Robin baptisé Ole Miss, la vieille demoiselle. On pousse pour envoyer le mélange et on appuie sur le starter. Andrew Kist nous emmène en promenade à bord de l'un des derniers Curtiss Robin en état de vol. On va s'amuser. C'est un appareil magnifique, très gracieux en vol. Il a vraiment quelque chose d'unique. Les frères Key savaient que le Curtiss Robin était l'appareil idéal pour entrer dans l'histoire. Le Curtiss Robin a un design tubulaire très robuste. Donc, les frères Key ont pu installer un gros réservoir de carburant à l'arrière, spécialement pour ce vol d'endurance. Et comme le fuselage est très solide, ils ont aussi monté des planches en dessous des ailes. Donc le pilote et le mécanicien pouvaient sortir du cockpit en plein vol pour changer une bougie ou remettre de l'huile dans le moteur. Ils n'avaient pas besoin de se poser pour ça. Les frères Key ont l'appareil idéal. Néanmoins, il leur reste à trouver une solution pour faire le plein de carburant sans atterrir. La méthode ingénieuse qu'ils mettent au point paraît simple en théorie. Un second appareil volant au-dessus du Curtiss Robin va descendre vers lui un tuyau de carburant. Dans la pratique, cependant, la manœuvre se révèle plus compliquée que prévu. Je peux pas faire mieux que ça. Sans lest pour le stabiliser, le tuyau peut se montrer extrêmement dangereux.
De retour sur la terre ferme, Andrew Kist se livre à une petite expérience pour simuler les conditions de vol. Voilà un exemple, avec une simple corde, sans rien pour la stabiliser. C'est très instable, donc vous pouvez imaginer à 130 km/h. Les premiers essais sont infructueux. Fred Key reçoit le tuyau en plein visage. Et un autre pilote trouve la mort lorsque le tuyau se prend dans son hélice. Il faut trouver une solution. Comment faire pour que le tuyau de carburant reste stable? Les frères Key ont réfléchi à l'aérodynamique. Et une des solutions qu'ils ont trouvées, c'était de mettre un panier entonnoir au bout du tuyau pour le stabiliser. Andrew Kist va tester l'accessoire conique mis au point par les frères Key. C'est parti. Donc à 15 km/h, le panier décolle du sol. 30 km/h, le panier flotte en l'air. C'est tout bon. C'est très stable. À 30 km/h, ça marche. Grâce au panier entonnoir, dont la forme conique est parfaitement adaptée sur le plan aérodynamique, le tuyau reste stable à grande vitesse et en altitude. Le 4 juin 1935, les frères Key s'élancent en plein ciel pour tenter d'établir un nouveau record du monde. Grâce à leur technique de ravitaillement, ils transfèrent près de 23 000 litres de carburant en plein vol. Fred et Al Key établissent ainsi un incroyable record du monde d'endurance. Ils restent en vol pendant 653 heures et 34 minutes, soit 27 jours de vol sans escale. Les frères Key étaient vraiment des pionniers. C'était des vrais pilotes d'essai. Et ils ont contribué à mettre au point le ravitaillement en vol. Les ingénieurs et les aviateurs de cette époque ont vraiment ouvert la voie pour les pilotes d'aujourd'hui. Pour le ravitaillement, les appareils modernes utilisent un système directement inspiré de l'invention des frères Key. Contact établi. Bien sûr. Le panier entonnoir est devenu la norme pour le ravitaillement en vol. La technologie a progressé et on a mis au point le système perche et panier. C'est comme s'il y avait un parachute au bout du tuyau. Ça permet de le stabiliser. Donc, le panier est devenu un outil très efficace. Ravitaillement terminé. Dégagement à droite. Même si le système a fait ses preuves, le ravitaillement reste une opération particulièrement délicate pour un AWACS, ainsi que nous l'explique le pilote Micah Redfield. Un appareil plus lourd comme celui-ci n'a pas la manœuvrabilité et la rapidité d'un petit chasseur. Donc, on ne peut pas utiliser le système classique avec une perche et un panier. On ne peut pas le voir, mais il revient. Bien sûr. Il a donc fallu ajouter un système de guidage supplémentaire. La perche est télécommandée par un opérateur. L'approche de l'avion ravitailleur demande énormément de doigté. Le pilote fait une approche visuelle, jusqu'à 15 mètres de l'avion ravitailleur. Un peu plus à gauche. Parfait. À ce moment-là, il faut stabiliser l'appareil en essayant de neutraliser toutes les forces aérodynamiques. 12 mètres. 10 mètres. 5 mètres. 3 mètres. Voler à 500 km/h, à quelques mètres seulement d'un avion ravitailleur rempli de carburant, c'est une opération extrêmement périlleuse, même pour un pilote chevronné comme Micah. Ça devient vite compliqué. Et c'est très exigeant physiquement pour un pilote. Ça demande énormément de concentration et d'effort.
Clairance pour contact. Plus à droite. L'opérateur de la perche est installé à l'arrière de l'avion ravitailleur. Et il a un manche pour actionner des ailettes qui permettent de viser le bon endroit. Contact. Confirmé. Bien reçu. Le carburant se déverse maintenant au rythme incroyable de 3700 litres par minute. Et l'équipage reste en alerte. Le ravitaillement en vol, c'est dangereux par nature. Donc on est toujours nerveux et il faut rester pleinement conscient de chaque geste et des mesures à respecter pour assurer la sécurité. Après avoir reçu des milliers de litres de carburant en plein ciel, l'appareil est prêt à reprendre sa mission. Les pionniers du ravitaillement étaient des pilotes fantastiques qui avaient aussi des qualités humaines incroyables. Personne n'avait jamais fait ça auparavant. Et c'est fantastique ce que ces pionniers ont pu accomplir. Si le E-3 AWACS peut rester en vol aussi longtemps que nécessaire, une menace invisible doit néanmoins être prise en compte. Une impulsion électromagnétique en haute altitude pourrait griller les circuits du matériel, donc il a fallu trouver une solution. Là encore, les ingénieurs ont pu s'inspirer des inventeurs du passé. C'est énorme. C'est impressionnant. L'objectif d'aujourd'hui est de surveiller un pic d'activité le long des côtes nord-africaines. La mission dure depuis 11 heures, mais cela ne pose aucune difficulté, ni à l'appareil, ni à l'équipage. L'ajout du rotodôme au fuselage a un impact aérodynamique important que les concepteurs de l'appareil ont dû prendre en compte. Heureusement, ce sont d'excellents ingénieurs, donc ils ont pu faire en sorte que l'impact aérodynamique soit minime. Le rotodôme, monté sur le dos de l'appareil, abrite des systèmes radars extrêmement puissants. Les antennes annexes et les systèmes de refroidissement s'étendent à travers le fuselage et les ailes. Dans la cabine, 3 techniciens, 4 opérateurs de console et un directeur tactique supervisent la collecte des données. Grâce à ces équipements ultra perfectionnés, l'avion E-3 AWACS assure la couverture radar d'une zone de 300 000 km². Le radar fournit de grandes quantités de données brutes qui s'affichent sur des écrans. Et c'est à chaque opérateur de déterminer si tel appareil est ami ou ennemi, si c'est un chasseur ou un avion de transport. Et l'équipage peut ensuite donner une vision d'ensemble au commandement au sol. Mais la menace la plus dangereuse est invisible à l'œil nu. L'une des principales difficultés dans la conception des avions AWACS, c'est de les protéger en cas de guerre nucléaire. L'explosion d'une bombe atomique produit une impulsion électromagnétique qui peut détruire le matériel électronique très sensible embarqué à bord. Alors comment faire pour protéger le E-3 AWACS d'une menace invisible? Pour trouver une solution, les ingénieurs ont étudié l'une des plus grosses explosions atomiques de l'histoire. En juillet 1962, l'armée américaine procède à un essai nucléaire baptisé Starfish Prime. Starfish Prime was launched and was entirely successful. Le tir vise à faire exploser une bombe de près d'1,5 mégatonne à 400 km au-dessus du Pacifique. A tremendous amount of data was recorded during these events. L'explosion a pour effet d'accélérer brutalement des particules chargées. C'est ce que l'on appelle une impulsion électromagnétique ou IEM. Le phénomène surprend les scientifiques par sa puissance, détruisant des composants électriques à plus de 1000 km de l'explosion.
La menace nucléaire étant aujourd'hui toujours présente, il est indispensable de protéger les appareils AWACS des effets redoutables d'une IEM. Sur le panneau, c'est écrit « Entrée interdite au personnel non autorisé ». Mais j'ai une autorisation. Donc on va passer la barrière et on va voir ce qu'on trouve. L'ingénieur Dan Dickrell va nous faire visiter un site top secret de l'US Air Force. On dirait que personne n'est venu ici depuis très longtemps. Il y a des mauvaises herbes qui poussent sur la route. C'est fantastique cet endroit. C'est un site interdit d'accès. Personne ne peut venir ici. J'en ai entendu parler et... Oh, on y est. C'est énorme. C'est impressionnant. Dans les années 70, Carl Baum, également ingénieur, a fait construire une structure unique au monde à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, afin d'effectuer des tests grandeur nature sur les effets des impulsions électromagnétiques. Ok. On va jeter un œil. Bien que hors service depuis le début des années 90, le site reste interdit d'accès. Heureusement, nous avons une autorisation spéciale pour admirer ce chef-d'œuvre d'ingénierie. C'est une structure énorme. 300 mètres de long et 38 mètres de haut. Et c'est la plus grande construction en bois au monde. Son nom de code est Atlas. L'immense structure est faite de 15 millions de mètres cubes de bois et sa construction a coûté 60 millions de dollars. Elle est suffisamment solide pour supporter le poids d'un B-52 à pleine charge, le B-52 étant à l'époque le plus gros bombardier de la flotte américaine. Les appareils roulaient sur 300 mètres jusqu'au bout de la structure et ils se retrouvaient perchés au-dessus du sol, comme s'ils étaient en vol. Là, 2 énormes générateurs de chaque côté produisait en moins d'1 millionième de seconde une impulsion de 200 gigawatts. Cette impulsion se propageait le long des câbles de transmission. C'était une façon de simuler l'IEM produite par une bombe atomique. Si les ingénieurs savaient comment générer une IEM, le plus difficile était d'en simuler les effets sur un avion en vol. Les mesures d'IEM peuvent être affectées par le sol et par la structure elle-même. La solution, c'était de construire Atlas entièrement en bois, sans aucun métal. Donc on a utilisé ces énormes poutres en bois. Même les vis et les écrous sont en bois. Je vais vous montrer un exemple. Le bois est imprégné d'une résine phénolique qui le rend très solide, sans produire d'interférences. Donc la combinaison de tous ces éléments permettait que les mesures ne soient pas affectées. Grâce à la structure en bois qui ne produisait pas d'interférences et à des générateurs d'IEM parfaitement configurés, les ingénieurs pouvaient tester la résistance d'équipements spécifiques à bord d'appareils de l'US Air Force. L'objectif étant de mieux les protéger en cas d'attaque nucléaire. Je vais vous montrer la solution. J'ai ici 2 téléphones et je vais appeler celui-ci avec celui-là. Je compose le numéro et les ondes radio se transmettent via l'atmosphère jusqu'à une antenne relais. Et puis, ça sonne. Donc on voit que ça fonctionne. Maintenant, je vais empêcher ce téléphone-là de recevoir l'appel. Donc je l'enveloppe avec cette feuille qui contient un grillage métallique finement maillé. Voilà. Le téléphone est entièrement recouvert. Maintenant, je vais réessayer de l'appeler avec l'autre. Si on écoute bien, ce téléphone émet un appel, les ondes radio se transmettent dans l'atmosphère, mais celui-ci ne sonne pas. Dan Dickrell nous a fait la démonstration d'un phénomène découvert dans les années 30. On a construit une cage de Faraday. Comment ça marche?
En fait, on a des ondes électromagnétiques qui se propagent dans l'atmosphère. Dans ce cas précis, des ondes radio pour un appel téléphonique. Si ces ondes rencontrent une barrière, percée de trous très petits, plus petits que les ondes elles-mêmes, alors elles ne peuvent pas passer à travers la barrière. Les ondes sont forcées de la contourner. Donc l'onde ne peut pas passer à travers la barrière, parce que les trous sont trop petits. Et c'est le même principe qui permet de protéger les avions des effets destructeurs des IEM atmosphériques. En observant la façon dont l'énergie se dispersait sur les ailes et le fuselage, on a pu prendre en compte ces données pour la conception des nouveaux appareils. Au fil des ans, les simulations d'IEM ont influencé la conception de nombreux appareils militaires, ce qui fait d'Atlas un chef-d'œuvre de technologie top secret. Les leçons d'Atlas ont également été prises en compte lors du développement du E-3 AWACS. En fait, l'appareil est une grande cage de Faraday volante. Le fuselage est fait d'un métal qui dévie l'énergie de façon à protéger le matériel électronique à l'intérieur. Le E-3 AWACS est conçu pour offrir le maximum de résistance aux impulsions électromagnétiques. Sa structure peut en effet redistribuer les charges électriques. Les portes, elles, sont équipées de joints spéciaux, assurant une protection optimale face aux IEM. Et ce n'est pas tout. Tous les coffres à l'intérieur de l'appareil sont des cages de Faraday plus petites qui protègent elles aussi le matériel électronique. Les systèmes radars sont eux aussi blindés. Il y a des filtres dans les câbles des antennes radar pour les protéger en cas de pic électromagnétique. Il reste un point faible, les hublots. En effet, le verre ne peut pas stopper une impulsion électromagnétique. C'est pourquoi un fin grillage métallique recouvre les hublots. Les trous étant plus petits que la longueur d'onde des rayonnements électromagnétiques, le matériel est protégé sans que l'équipage soit privé de la lumière du jour. Virage 180 degrés à gauche. 30 mètres. Piste 2. 15 mètres. 12 mètres. 9 mètres. La mission d'aujourd'hui a permis de collecter d'énormes quantités de données, fournissant un tableau détaillé de l'activité aérienne et maritime près des côtes nord-africaines. Ces informations confidentielles ont été transmises à toutes les forces de l'OTAN. Bien reçu. Il n'est donc guère étonnant que l'avion E-3 AWACS soit considéré comme la plus importante innovation tactique depuis l'invention du radar. C'est incroyable que toutes ces difficultés aient pu être surmontées pour installer dans l'appareil des radars, des équipements électroniques, un système de navigation inertielle. Cet avion est un chef-d'œuvre de technologie et je dois dire que je suis très heureux de pouvoir contribuer à sa maintenance. Le E-3 AWACS est le fleuron de l'OTAN. C'est un triomphe de l'aviation moderne qui a repoussé les limites de ce que l'on croyait possible. Il compte parmi les avions radars les plus puissants jamais construits. Le E-3 AWACS est même capable de rester en vol pendant une attaque nucléaire. Il peut détecter des menaces et transmettre des informations vitales à des unités terrestres, aériennes et maritimes. Le simple fait qu'un rotodome de 9 mètres de diamètre, avec un système radar d'une puissance d'1 mégawatt, puisse voler en plein ciel, c'est une prouesse d'ingénierie aéronautique. Le E-3 AWACS est un appareil hautement spécialisé avec des dimensions impressionnantes. 46 mètres de long et 44 mètres d'envergure. Cet engin sensationnel peut se ravitailler en plein vol et emporter 7,6 tonnes de matériel. Grâce à son fuselage spécialement conçu, il est même capable de résister aux effets d'une guerre nucléaire. Enfin, les systèmes radars logés dans son rotodome offrent des capacités de surveillance sans précédent.
Le E-3 AWACS a repoussé les limites du possible en matière d'ingénierie aéronautique. En tant qu'ingénieur, on est forcément admiratif devant cet appareil, parce que ses concepteurs ont dû résoudre de très nombreuses difficultés. C'est vraiment un appareil fantastique. En s'inspirant des pionniers du passé, en adaptant leurs inventions, en les améliorant et en trouvant des solutions à toutes les difficultés rencontrées, les concepteurs du E-3 AWACS ont créé un avion à nul autre pareil. Parfois, quand on prend le temps de vraiment regarder l'appareil, on prend conscience de tout le chemin qui a été parcouru dans l'aviation. Et là, on se rappelle pourquoi on a commencé à piloter. C'est une expérience fantastique. Cet avion extraordinaire a marqué les esprits. Il a fallu des décennies d'innovation pour en arriver là. C'est une prouesse technologique. Il faut le voir pour le croire. Les concepteurs de l'avion E-3 AWACS ont ainsi réussi à construire l'impossible.